Quels sont les dossiers value italiens du mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener. Donc on se place sur les cotations principales d'entreprises italiennes, enfin qui se négocient en Italie. Un panel d'industrie duquel j'enlève tout ce qui est immobilier, euh, donc banque, assurance, automobile et biotech, pharma, etc. Ça nous laisse quand même beaucoup d'industries dans lesquels aller piocher. On se met 100 millions d'euros de market cap minimum pour avoir des dossiers qui sont un peu liquides et qui ont une bonne communication. Notre critère value en termes de multiples, c'est 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. En Italie, il y a beaucoup de petits dossiers intéressants, donc je me permets d'être beaucoup plus restrictif. 7% de rendement du capital investi pour avoir un minimum de qualité et un minimum de rentabilité. Et 3 fois l'EBITDA en dette nette pour avoir des dossiers qui ne sont pas trop fragiles en termes d'endettement. On y va tout de suite et on retrouve notre sélection. Ici, on a le symbole de cotation boursière d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio sur court-bénéfice, ratio court free cash flow, ratio court sur capitaux propres tangibles, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement de dividende, le rendement de l'actionnaire ici, pour la dilution ou les rachats d'actions, potentiellement free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio ici. Alors, je vais réorganiser mes colonnes. On va enlever le prix qui n'est pas intéressant et on va rapprocher ceci. Voilà. Alors, on est sur la première entreprise, c'est d'Amico International Shipping. Donc, on la connaît sur la chaîne. Plusieurs focus ont été faits dessus. Et elle est dans le fonds France d'indépendance AM. Donc, bon petit dossier, à mon avis. Je n'arrive pas à remettre ma colonne. Hop, ici. Bon. Alors, donc le shipping, secteur très cyclique. Donc, attention à garder en tête que ça peut se retourner. D'ailleurs, c'est légèrement en train de se retourner. Maintenant, le marché est en train de spéculer sur le fait que ça se retourne très vite, alors que finalement, pas aussi vite que ça. Mais ça peut être cyclique. Donc, gardez-le en tête. On est là sur 472 millions de dollars de market cap, donc c'est une small cap quand même. 6,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, ça englobe la forte hausse du cycle et la normalisation en cours. En termes de multiples, comme vous pouvez le voir, on est sur des niveaux qui sont ridicules. 2,8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 3,2 fois la ratio court-bénéfice, 6 fois les free cash flow. Là, vous êtes complètement value. 40% de décote sur actifs tangibles. Donc ça, en plus, vous avez une marge de sécurité supplémentaire. De quoi sont constitués ces actifs tangibles? Il faut aller chercher dans le bilan, mais on peut évidemment se dire que ce sont les navires que possède l'entreprise. Il faut voir comment ils sont amortis, etc., quelle est la valeur réelle, mais vous avez quand même 40% de décote, ce qui est intéressant. Un rendement des capitaux investis à 15%, ce qui est quand même plutôt bien. C'est, à mon avis, un secteur qui est quand même intensif en capital. Bon, pas mal. 0,8 fois les l'EBITDA en dette nette, donc on n'est pas trop endetté, c'est soutenable. Vous avez un dividende qui est à 17%, énorme. Donc la boîte, le management est quand même malin, il sait que le cycle est en train de se retourner, donc il rentre du cash aux actionnaires. Parce qu'ils ont de toute façon, ils ne vont pas réinvestir massivement, faire des gros capex alors qu'ils savent que le cycle est en train de se retourner. Donc ils sont plutôt prudents dans leur gestion, ça c'est bien. Il y a peut-être un peu de dilution sur la boîte, il faut voir s'il y a des actions, d'où sortent les actions qui sont remises en circulation. Est-ce qu'elles sont de nouvelles actions ou est-ce qu'elles sortent de l'autocontrôle? À vérifier. Et on est sur un payout ratio qui est à 40%, mais les free cash flow sont 2 fois moins élevés que les bénéfices nets. Donc attention, on est à 80% par rapport au free cash flow. Maintenant, ce dividende, il est évidemment pas du tout soutenable. C'est que là, le management maximise le retour aux actionnaires tant qu'on est encore en phase de ralentissement du cycle. Donc, il faut s'attendre à ce que ces dividendes ils baissent un petit peu, quoi. Mais bon, en tout cas, il y a quand même moyen d'avoir, si vous avez 80 millions de free cash flow, vous avez potentiellement, facilement, minimum, on peut dire qu'on aura un dividende de 5% à mon avis sur d'Amico. Donc intéressant à jouer, je pense. C'est comme toutes les boîtes du shipping qu'on suit sur la chaîne. Il y a Hogo Liners qui est dans le fonds France d'indépendance AM, d'Amico aussi dans le fonds France d'indépendance AM. Vous avez Hodgefell aussi, vous avez Valley News, etc. Donc le secteur du shipping est très décoté en ce moment en Europe. Peut-être à juste titre, si le cycle se retourne. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête. Ensuite, on est sur RCA Media Group. C'est une boîte d'édition multimédia. Alors, je ne sais pas pourquoi, en Italie, il y a beaucoup de boîtes d'édition. Donc, peut-être qu'ils ont une fiscalité qui est avantageuse pour ce type d'industrie. Si vous le savez, dites-moi en commentaire. Donc, RCS, on est sur 600 millions de dollars de market cap. Décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est moins bien.
On n'aime pas trop les dossiers qui sont en décroissance, donc il faut voir est-ce que c'est un changement de périmètre ou est-ce que c'est de la décroissance organique? Et est-ce que sur les dernières années, 2023 et 2023-2024, est-ce que ça la croissance est repartie un petit peu? Il faut vérifier ça. 4,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 8,7 en ratio court-bénéfice. Pas d'infos sur les free cash flow, donc il faudra les voir séparément. Bon, les multiples qu'on voit ici sont value, très bien. On a 12,7 en rendement des capitaux investis. 15, alors ouais, bon, les rendements ils font propre, on s'en moque. 2,8 fois l'EBITDA en dette nette. Donc attention, on est proche du seuil des douleurs là, hein. 3 fois c'est la limite. Ici, sur ce genre de dossier, médias, etc., on n'a pas intérêt à être trop endetté. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont endettés? Est-ce qu'ils font des acquisitions? Parce que sinon, il n'y a pas de raison d'être endetté sur ce genre de boîte, hein, qui est un secteur en plus très mature. 7% de rendement du dividende, ça nous fait, alors ça nous fait, si on prend 1%, ça fait 6 millions, faites 1% fois 7, 6 millions fois 7, ça fait 42 millions, allez, 40-45 millions. Donc par rapport au bénéfice net, c'est quand même élevé en termes de payout ratio. Enfin, à voir si c'est soutenable sur la durée. Donc RCS, peut-être que c'est moins qualitatif, hein, plutôt à l'écart, à mon avis, de ce dossier quand même. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement performants et passifs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue tout de suite avec Orsero SPA. Alors eux, ils font de la distribution de fruits et de légumes en Méditerranée plutôt. Alors, on est sur 272 millions de dollars de market cap, 9,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça sent la croissance externe, hein. De toute façon, ce genre de dossier qui est plutôt dans la distribution, ce qui compte, c'est le maillage territorial. On peut le faire de façon organique, en ouvrant de nouveaux sites, mais on fait aussi par acquisition pour aller plus vite. Donc, typiquement, ce genre de stratégie qu'on met en place, à mon avis, sur Orsero. 4,2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est pas très cher payé. 8,7 en ratio court-bénéfice, 7,2 en ratio court-free cash flow. Là, vous avez des multiples value, hein, donc ça, c'est pas mal. Un rendement des capitaux investis qui est à 9,6%, correct, à mon avis, pour le secteur. Bon, après, la distribution, c'est pas forcément très capital intensif, hein, mais bon, on va dire que comme notre niveau de qualité minimum, c'est 7%, là, on est quand même correct, hein, je pense. 1,7 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est bien, pas trop endetté. À mon avis, ça, c'est du reliquat d'acquisition. 3,5 en termes de rendement du dividende, c'est satisfaisant. 4,4 en rendement de l'actionnaire. Donc, il y a des rachats d'actions, il faut voir si ces actions sont annulées ou si elles sont simplement distribuées aux salariés. On est sur 37 millions de free cash flow, 38 millions de free cash flow contre 31 millions de bénéfices nets. Donc le payout ratio est plus bas que ce qui est indiqué ici. Le dividende est complètement soutenable. Orsero, pour moi, ça coche pas mal de cases quantitatives, pardon, plutôt. Et après, il faudrait regarder ce qui se passe, évidemment, d'un point de vue management, stratégie, etc. Mais ça, à vous de faire le travail de l'autre côté. Donc Orsero, intéressant. Italian Exhibition Group, donc ça c'est une boîte spécialisée dans l'événementiel. On a 324 millions de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Est-ce que c'est la croissance organique ou externe? Parce que peut-être qu'on a aussi l'effet rattrapage post-pandémie, hein, donc peut-être que ça a aidé la croissance. 5,1 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est value. 10 en ratio court-bénéfice, ça c'est un peu moins value. Et attention qu'il n'y a pas de free cash flow temporairement, il faut voir qu'est-ce qu'ils font comme dépenses en capital. Pourquoi est-ce qu'ils font notre dépense en capital? Est-ce qu'il y a de la croissance à venir? Peut-être. On a vraiment les capitaux investis à 14%. Ça, c'est plutôt bon. 0,4 en termes de dette nette sur EBITDA, 2,1 fois, 2,1% de rendement du dividende. Donc, c'est soutenable. Est-ce que c'est soutenable à ce niveau? Oui, avec 14% de payout ratio et des free cash flow. 2 fois moins élevé que les bénéfices nets, mais bon, ça nous fait quand même 30% de payout ratio. Ça reste soutenable. Donc, pourquoi pas Italian Exhibition Group? Pourquoi pas aller regarder spécifiquement ce qu'ils font? Le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA est quand même très décoté. Il y a un peu de croissance, donc ça a l'air pas mal. Ensuite, Trevi Finanziaria Industriale, donc ça, c'est pas mal, c'est, un peu de la niche, hein. C'est, une boîte qui est spécialisée dans la construction de fondations. Donc plutôt les matières premières. Hop, on est sur 118, pardon, pas les matières premières, la construction, les fondations, plutôt ouais, plutôt assez, des matériaux quoi, hein, mais aussi l'ingénierie. Donc on est sur 118 millions de dollars de market cap, 1,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 4,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc ça, c'est des côtés. Attention qu'il y a un problème sur les bénéfices nets. Bon, à mon avis, ça, c'est du non-cash, hein. Bon, oui, c'est pas un problème, c'est que comptable, hein, cette forte baisse des bénéfices nets, puisque vous regardez les free cash flow, on a 2 fois. Donc, c'est la dépense non cash ici. 2 fois, c'est bien, hein. C'est-à-dire que vous achetez la boîte, en 2 ans, si théoriquement, on vous verse tous les free cash flow, vous avez remboursé votre prix d'acquisition, hein. Donc, intéressant. 30% de décote sur l'actif tangible. Donc, de quoi ils sont constitués sur l'actif tangible, il faut regarder. Mais bonne marge de sécurité quand même sur ce dossier, hein. 7% de rendement du capital investi, on va dire que c'est correct. J'ai quand même l'impression que c'est une boîte qui est très intensive en capital, hein, quand vous regardez le métier qu'ils font. Donc c'est normal que la rentabilité soit pas exceptionnelle. 1,9 fois
l'EBITDA en dette nette. Ça reste soutenable à ce niveau. Pas de dividende de versé, apparemment 2,9% vraiment de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. Il faut vérifier pour le dividende, hein. Peut-être que c'est un problème de l'agrégateur, hein. Bon, le payout ratio, il est faux ici, je pense qu'on a les moyens de verser, mais il y a pas de dividende, donc ils ont en tout cas les moyens de racheter des actions, apparemment. Bon, mais qu'est-ce qu'on garde là-dedans? Moi j'aime bien l'Italie, hein, parce que l'Italie, vous avez beaucoup, beaucoup de petits dossiers sous-valorisés et pourtant qualitatifs. Donc, d'Amico, on peut regarder. Attention au retournement de cycle, mais pour l'instant, ça se passe bien. Orsero, moi j'aime bien ce genre de petit business de distribution et de stratégie qui applique la stratégie du nénuphar. Et Trévi, ça a l'air pas mal aussi, hein. Franchement, les multiples sont très très bas. Donc là, vous avez quand même 3 bons petits dossiers à aller creuser de votre côté. Si ça vous intéresse de regarder plus en détail, mettez-moi un message en commentaire, sachant que d'Amico, on l'a déjà couvert sur la chaîne, mais si vous voulez analyser Orsero et Trévi, on peut se faire ça ensemble si vous me le dites en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.